what has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Vendredi 3 novembre 2023, nous sommes à 368 jours de l'élection présidentielle américaine. On se rapproche de la date des 1 an, ça sera dimanche. En tout cas, voilà, 368 jours et pour l'instant, l'élection présidentielle, c'est surtout une affaire de procès. On va parler évidemment du procès de la famille Trump et des témoignages des deux fils, Don Jr. et Eric, et puis ce qui arrive la semaine prochaine, qui va être énorme, la semaine prochaine avec le témoignage de Trump qu'on va vous faire vivre minute par minute. Je vais y revenir tout de suite avec peut-être même un horaire pour vous. Et évidemment, aussi, on va parler du procès de Mar-a-Lago. On en a parlé notre dernière émission où je vous ai raconté les manœuvres de la juge Cannon pour aider Donald Trump. Ça ne s'est pas amélioré. On va faire le point quasiment tout de suite. Mais avant ça, je voudrais m'assurer que dans le chat, pas dans le chat, on va y venir le chat 2 secondes, mais que sur Space, vous m'entendez bien sur le space de Twitch, ça commence fort, le space de X Twitter. Si vous m'entendez bien, c'est le moment de balancer vos petits emojis. Merci Jello pour ton pouce. Jean qui rigole, donc j'imagine qu'il entend mes boulettes, tout va bien, j'espère. Voilà, donc ça fonctionne, super. On est aussi, donc vous l'avez compris, en direct sur Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci la communauté Twitch. Encore une fois, c'est promis, on va vous faire des petits coucous, rien qu'à vous, dès qu'on aura le temps. Le problème, c'est le temps. Que ça soit Cody, Thomas ou moi, on n'arrête pas. L'actualité est tellement riche et tellement intense en ce moment que on prépare des émissions la veille, on les change le matin, on les rechange au milieu de la journée et puis on les change 10 minutes avant de passer à l'antenne parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis évidemment, on est aussi, vous êtes très nombreux sur YouTube qui est notre zone principale de diffusion actuellement. Donc vous êtes très nombreux, très heureux de vous retrouver toutes et tous sur YouTube. Apparemment, tout fonctionne. On nous souhaite même bon courage. On en a bien besoin. Merci. French Caribou qui lui est sur Twitch qui dit salut Cody et qui me salue. Salutations. Partagez et puis je vais remercier tout de suite, j'ai vu Léna qui comme d'habitude vient apporter un soutien financier à l'émission via Super Chat. Merci beaucoup Léna, c'est très sympa, ta fidélité est remarquée et appréciée de tous dans l'équipe de La Chute. Et donc voilà, Watu qui nous dit que les chutistes ils sont sur YouTube, les chutistes. Ouais, c'est vrai, les chutistes, alors les petits membres de La Chute, ils ont en plus des emojis rien qu'à eux. Les vénards. Donc voilà, et mon thé, pour celles et ceux qui demandent, mon thé, c'est du thé vert avec beaucoup de miel. J'ai aussi des bonbons au miel. Ça devrait un humidificateur à côté, ça devrait le faire. Je vais essayer de pas trop crier, d'épargner, de pas parler trop fort, de pas trop m'emporter. Et pourtant, il y a de quoi faire. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et on va commencer tout de suite. Il y a de la breaking news
Il y a de la breaking news à New York. On va parler 30 secondes de cette breaking news à New York parce qu'après ces 30 secondes-là, cette breaking news nécessite des explications dans le détail. La breaking news, c'est que le juge du procès à New York, le juge du procès à New York a étendu son gag order, vous savez, donc c'est lui qui avait interdit à Trump et condamné Trump 2 fois pour ne pas avoir respecté son gag order, lui avait interdit, une fois de $5,000, une fois de $10,000, il avait interdit d'attaquer l'équipe qui travaille avec lui au tribunal, donc son staff, et Trump s'était attaqué par 2 fois à la greffière, et donc il vient d'étendre son gag order aux avocats de Trump, qui n'ont plus le droit de faire la même chose, sous menace de sentence sévère, sérieuse. Pourquoi il a fait ça, je vais vous raconter tout de suite après. C'est lié évidemment à une série d'incidents qui ont commencé hier lors du témoignage, la fin du témoignage de Eric Trump, qui se sont poursuivis aujourd'hui 2 fois. Et donc, à la fin de la journée, il vient de sanctionner, c'est assez rare, mais ça se fait, il vient de sanctionner les avocats de Trump. C'est un métier très particulier, avocat de Trump, parce que des fois on est payé, des fois on n'est pas payé, et puis on se retrouve comme ça sous le coup d'un gag order, ou ça devait être un sujet du jour, mais c'est pareil, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui, donc on va le repousser à demain, comme John Eastman. John Eastman est un des co-inculpés de Trump en Géorgie. Il est aussi, en ce moment, dans un moment où on vous parle, c'est une procédure qui a duré plusieurs mois. Il a été reconnu coupable hier il est inscrit au barreau de Californie. Il a été reconnu coupable de n'avoir pas respecté ses obligations d'avocat. C'est lui qui est l'architecte de ce scénario qui aurait forcé la main à Pence pour que Pence refuse le 6 janvier de certifier le 6 janvier 2021 de certifier les résultats de l'élection. Hier, il a été reconnu coupable, Eastman, et donc là, il va être, le processus est en route de choisir dans quelle punition il va avoir droit. Il va être vraisemblablement, il va perdre sa licence d'avocat, il va être barré du barreau. Et qui va le mettre aussi dans une position, c'est pour ça j'ai posté une petite photo, je pense que si on revient à la question de quel est le prochain témoin qui en Géorgie va flipper contre Trump, va charger Trump, va accepter un plea deal en échange de sa collaboration avec la justice, je mettrai une petite pièce sur John Eastman. Donc voilà, ça c'était pour les avocats. Avant de revenir sur les détails de la raison de ce gag order, sur les incidents qui sont passés, le témoignage de Eric, le témoignage de Don Jr., les témoignages à venir de Ivanka et surtout Donald Trump, on va faire un petit détour par Palm Beach, par la Floride. On va quitter New York 2 secondes, la Floride. Donc je vous ai raconté il y a 2 jours, si vous n'avez pas encore vu l'émission, elle est disponible gratuitement en ligne sur YouTube. Venez la voir. Elle était vraiment... il y avait plein d'informations intéressantes et je sais des informations qui vous ont fait, j'ai vu ça après dans le chat, qui vous ont fait extrêmement réagir. Donc si vous êtes sur YouTube, Thomas vous montre le visuel de l'émission avec la photo de la juge Cannon. Et justement, lorsque je vous ai raconté comment elle aidait Trump en multipliant les délais, comment elle a aidé Trump mercredi après cette audience où il y avait à la fois les services du procureur Smith et les avocats de Trump qui ont demandé un délai du procès qui était prévu pour le 20 mai 2024.
et que donc ce procès va être repoussé. On ne sait pas encore à quand. Elle a dit qu'elle allait faire ça dans un délai raisonnable. Je vous ai expliqué pourquoi elle choisirait un délai raisonnable qui lui permettra de repousser plus tard. Le but de Trump, c'est de le repousser après l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que s'il est élu, si Trump est élu, ou si un républicain est élu et accepte en échange du soutien de Trump de lui rendre un service, toute la procédure pourrait être annulée. Toute la procédure pourrait être annulée. Il pourrait faire que, et il demanderait à son ministre de la Justice de retirer la plainte, et à partir de là, tout ça serait annulé. C'est vraiment l'idée de Trump de repousser ce procès fédéral après l'élection, c'est pour pouvoir empêcher que ce procès se tienne. Et dans cette course contre la montre, la juge Cannon, qu'il a nommée lui, est une alliée. Je vous ai raconté comment sa première décision passée inaperçue en plein milieu de l'été a été de déplacer le procès qui devait être prévu à Palm Beach, de le déplacer à Fort Pierce, dans un endroit où Trump a fait plus de 70% des voix lors de l'élection de 2020 afin d'assurer que les jurés soient pour Trump. Donc voilà, ça fait partie de tout ce qui est complètement fou dans cette manière dont la justice est rendue aux États-Unis, dont elle est exercée, de tout ce qui entoure Trump. Et donc, mercredi, elle a donc décidé de repousser le procès. On ne sait pas encore combien de temps, je viens de vous le dire, et elle s'est rangée du côté des arguments des avocats de Trump qui expliquaient que c'était absolument impossible, c'était absolument déloyal de demander, et pas juste de demander à Trump de devoir faire ce procès alors que il devait être en même temps à DC, donc au procès fédéral à Washington qui est prévu pour le mois de mars. Celui-ci, pour l'instant, la juge se bat sur tous les niveaux pour que ce procès ait lieu dans les temps. Et donc, Trump a expliqué que ce procès au mois de mars, même si dans la réalité, la magistrate a déjà expliqué que c'est un procès qui durera pas plus de 6 semaines. Donc, en termes de calendrier, c'était possible qu'à la fin du mois de mai, il soit en Floride. Mais bon, en tout cas, les avocats ont dit non, c'est trop, c'est pas possible. Il y a ce procès-là qui arrive. Et donc, ces arguments ont été entendus par la juge Cannon qui a décidé de dire donc on va reprendre le calendrier. Et en même temps, et c'est une stratégie que Trump avait déjà utilisée à New York lorsqu'il essayait de faire reculer le procès qui est en cours, d'accord, le procès en civil pour les fraudes au sein de la Trump Org. Il a joué pareil sur 2 tableaux, sans que les magistrats soient forcément au courant. Il avait 2 plaintes en même temps à New York, et donc il allait voir, ses avocats allaient voir les juges à New York en disant on ne pourra pas être là parce qu'on doit être présent à l'autre, et puis il allait voir le magistrat de l'autre procès en disant bon, on ne peut pas être chez vous parce qu'on doit être à l'autre. Et donc là c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que mercredi, en même temps que ses avocats faisaient ses plaidoiries, il préparait une requête pour que le procès s'arrête, soit suspendu à Washington parce qu'il y allait avoir celui de Mar-a-Lago, des documents de Mar-a-Lago. Donc, entre autres, en gros, il a joué la même excuse sur les 2 tableaux sans prévenir la magistrate de sa démarche en disant voilà, en fait, je vous demande de reporter mon procès parce que je vais être dans l'autre, lorsqu'en même temps, dans l'autre, il était en train de dire je vous demande de suspendre ce procès-là. Donc c'est une excuse qui n'existait pas, et normalement, c'est des genres de démarches que lorsqu'elles sont connues, et ça a été le cas à New York, lorsque finalement le magistrat a été mis au courant de ces tentatives d'utiliser un procès pour faire ralentir l'autre, que c'est vraiment une stratégie volontaire. Normalement, c'est quelque chose que les juges prennent très très mal, parce qu'ils estiment qu'ils ont été moqués, que la cour n'a pas été respectée, et que les avocats, surtout,
et je ne vous parle pas que dans l'affaire Trump, en général, les avocats n'ont pas respecté leur obligation d'honnêteté par rapport à la Cour, de les tenir au courant de ce qui se passe dans d'autres procès, d'avoir cette communication permanente. Et donc, évidemment, lorsque les services du procureur Smith ont découvert que le même jour où Trump demandait le délai en Floride, il demandait également un délai à à Washington, ils ont déposé une requête immédiate pour informer le juge de ce qui était en train de se passer et en espérant que la magistrate ne se laisse pas abuser parce qu'il était très clairement, objectivement, sans l'ombre d'un doute, une simple stratégie pour repousser le procès. Et donc, aujourd'hui, la juge Cannon a répondu à sa manière. La juge Cannon a répondu à sa manière. C'est-à-dire qu'elle a fait une réponse où elle ne revient pas sur le fond, ne revient pas sur la stratégie des avocats de Trump, ne revient pas sur la faute commise, ne revient pas sur le fait que sa cour n'a pas été respectée, ce qui est complètement fou au niveau d'un magistrat, mais se retourne contre les services de Smith, du procureur, en leur rappelant que selon la loi, une loi qui est une loi locale, l'article 7, donc une loi locale qui détermine la manière dont le procès va être mené par la magistrate, ils n'ont pas le droit de faire des demandes de plus de 200 mots. Et que comme leur demande était plus de 200 mots, comme il signalait à la magistrate cet abus du calendrier par Trump, ça faisait plus de 100 mots, non seulement elle n'allait pas en tenir compte, mais qu'au-delà de ça, elle prévenait que ça serait systématiquement rejeté sans même justifier une réponse dans le futur. Donc encore une fois, la juge Cannon, au lieu de faire face à une situation problématique créée par les avocats de Trump, décide non seulement de se retourner contre les services du procureur, elle l'a fait plein de fois, et de donner du temps à Trump. Et c'est allé encore plus loin, c'est que les avocats de Trump avaient jusqu'à hier soir minuit pour déposer des requêtes pour faire annuler la procédure, comme ils l'ont fait il y a 2 semaines à Washington. Ces documents-là, ces requêtes sont extrêmement intéressantes, surtout pour le procureur, parce que ils sont obligés de montrer leur jeu. C'est-à-dire que les avocats de Trump, dans leur requête pour annuler le procès, doivent dévoiler leur stratégie de défense. Ça devait se passer hier. Mais hier, dans la journée, la juge Cannon a pris une décision en expliquant que ces dates-là étaient suspendues en attendant qu'elle prenne sa décision, on ne sait pas quand, sur la nouvelle date du procès. Donc elle vient d'offrir un nouveau délai à Trump sans même qu'il ait demandé. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois chez elle, où elle offre des délais et des bouées de sauvetage à Trump qui ne sont même pas demandées. Elle s'est fait attraper pour ça lorsque, rappelez-vous, il y a quelques mois, elle était allée au devant de Trump en demandant que un expert soit nommé pour traiter les documents, ce qui était dans le sens contraire de la loi. Lorsque le cas est allé en appel au 11e circuit, elle s'est fait réprimander par les juges qui ont dit que non seulement ces décisions étaient légalement fausses, mais qu'elle venait de proposer, d'offrir, concrètement, elle avait offert de l'aide aux prévenus, ce qui ne se passe jamais. Elle vient encore de le refaire. Évidemment, du côté aujourd'hui, du côté des services du procureur Smith, on doit avoir pas mal de regrets. Le regret de ne pas
être intervenu immédiatement et demander, même si c'était compliqué, de demander qu'elle se récuse ou de demander un changement de lieu, un changement de juge. Ça aurait été des procédures extrêmement compliquées, mais elles auraient été plus faciles il y a 4 mois au début de l'affaire que maintenant. En général, à raison, les magistrats estiment qu'une demande, après plusieurs mois, lorsqu'il commence à y avoir des décisions qui sont prises contre vous et qu'il y a une demande qui arrive, elle est motivée parce qu'on a peur que le procès ne se passe pas dans notre sens-là, et donc elles sont rejetées. Donc aujourd'hui, que demander la récusation de la juge Cannon est compliqué parce qu'il y a eu ce temps-là. La beauté de la chose, parce qu'il y a toujours un petit point positif dans tout ça, même si, comme je vous l'ai dit mercredi, aujourd'hui, Trump, dans ce dossier-là, il a une juge en or qui travaille pour lui et qui rend difficile d'être optimiste sur la tenue de ce procès-là avant l'élection et la tenue positive de ce procès-là par rapport aux jurés et par rapport aux décisions du juge Cannon. La réalité, c'est que cette succession de décisions qui sont encore une fois juridiquement très étranges, de refuser d'entendre des requêtes, étendre des délais qui ne sont même pas demandés, Tout ça, lorsque il va y avoir un appel, s'il y a appel, ça risque de rendre les choses intéressantes. Mais en tout cas, voilà, du côté de Palm Beach, du côté de l'affaire Palm Beach, Fort Pierce, Mar-a-Lago, des documents secrets, voilà ce qui se passe avec la juge Cannon. C'est très très mal parti. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je voulais faire cette petite grande parenthèse, une pause de 30 secondes, et on se retrouve tout de suite du côté de New York. Voilà, nous revoilà dans ce spécial La Chute consacré au procès de la famille Trump. La famille Trump, ce sont à la fois des causes inculpées et des témoins. Les causes inculpées, on a commencé il y a mercredi avec Don Junior. Ouais, c'est l'heure du thé, effectivement. Je commence à perdre ma voix. C'est pas bon signe pour le reste de l'émission. J'espère que ça va aller, j'espère que c'est pas trop difficile à entendre. Donc New York avec mercredi et jeudi matin le témoignage de Don Junior, 45 ans, et hier et aujourd'hui la matinée le témoignage de Eric Junior, 39 ans. Pourquoi je précise les âges? Parce que il y a une volonté dans le clan Trump de présenter les Trump comme des enfants, même s'ils le sont biologiques, ce sont des enfants adultes, un petit peu comme des enfants qui sont victimes de la chasse aux sorcières dont leur père serait également victime, et que ce sont pas grand chose. D'ailleurs, pour commencer tout de suite, je vais vous montrer, si c'est prêt, une vidéo qui est lieu aujourd'hui, qui moi m'a fait rire, qui ne devrait peut-être pas me faire rire, mais qui m'a fait rire, qui est l'avocate de la famille Trump. À la fin de l'audience aujourd'hui, le procès s'est terminé relativement tôt aujourd'hui pour laisser la place lundi au témoignage de Trump. Et donc, à la fin de l'audience, elle a descendu les escaliers du tribunal, Alina Habba, pour venir parler. Et on va écouter tout de suite sa déclaration. Je traduirai pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais après, parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Allez, c'est parti.
Donc j'imagine que vous n'avez pas le retour son sur Space, donc c'est l'avocate de Trump qui explique que c'est un scandale de forcer des enfants à venir témoigner. Donc voilà, on est revenu, j'expliquais à Space ce qui était en train de se passer, et c'est pour ça que si vous êtes sur Space, sur X, je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube, sur Twitch, voire même sur X. Je pense qu'on les diffuse aussi là, parce que vous avez aussi toutes les images et toutes les vidéos qu'on essaye de vous partager, les documents pour illustrer tous mes propos. Et donc, Alina Habba est venue nous décrire une situation intolérable. Évidemment, je suis ici ironique, on n'est pas loin de parler d'abus, de child abuse, comme on dit aux États-Unis, donc d'abus sur enfants, où elle parle des deux frères Trump, qui ont encore une fois un 45 ans et l'autre presque 40 ans, en expliquant que c'est terrible de forcer des enfants à quitter leur famille, donc children à quitter leur famille pour venir témoigner lors d'un procès. Donc cette carte-là de la victimisation des Trump est une constante. On l'a vu aussi lorsque Eric, aujourd'hui, est sorti du tribunal. C'est vraiment une carte très présente chez tous les Trump, et qui, on va en parler tout de suite, qui a été poussé hier à son summum du ridicule par Ivanka Trump. Ivanka Trump, vous le savez, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, qu'elle n'est pas co-inculpée. Parce que elle n'est pas co-inculpée dans cette affaire-là, c'est la seule, parce que elle a bénéficié de la prescription. Elle a occupé des postes de responsabilité au sein de la Trump Org il y a trop longtemps pour être jugée pour sa responsabilité. Mais elle est témoin parce qu'elle continue évidemment à faire partie de la famille Trump, et comme l'ont démontré les services du procureur, elle continue à bénéficier de la Trump Org, comme par exemple faire que ses employés de maison, important de parler de ces employés de maison, soient aujourd'hui payés par la Trump Org, et soit leur assurance maladie, par exemple, soit payée par la Trump Org. Pourquoi c'est important de parler de ces employés de maison? C'est que depuis 3 semaines, la fille de Donald Trump se bat pour ne pas venir témoigner. C'est la défense qui l'a fait venir, ce qui est déjà un énorme indice de comment ce témoignage-là va être embarrassant pour la famille Trump. On comprend bien que la défense ne ferait pas venir un témoin qui pourrait les mettre en difficulté. Pas la défense, je veux dire, c'est les services du procureur qui lui demandent de venir. Et donc, on sait que ça veut dire qu'on compte utiliser son témoignage pour mettre les Trump et son père, Donald Trump, en difficulté. Et donc, depuis des semaines, elle a essayé toutes les procédures possibles pour ne pas venir. Et finalement, elle devait témoigner cette semaine. Le magistrat a accepté que ça soit reporté à la semaine prochaine. Elle ne pouvait pas cette semaine parce que c'était son anniversaire. Et donc, elle avait du monde qui venait à la maison, donc elle ne pouvait pas. Je sais que c'est très difficile dans son île privée. Et donc là, voilà, là, si vous voyez l'illustration, c'est cette île privée en Floride qui est surnommée l'île aux milliardaires. J'ai pas dit l'île aux millionnaires, mais l'île aux milliardaires, où habitent aujourd'hui Ivanka Trump et Jared qui a bénéficié des largesses de l'Arabie Saoudite au lendemain de son départ de la Maison-Blanche, qui lui a confié 2 milliards de dollars à gérer. Donc voilà, donc vous voyez le genre de villa, le genre de vie. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que hier, donc, elle a fait une dernière tentative de ne pas venir témoigner la semaine prochaine, en expliquant qu'elle ne pouvait pas venir témoigner en semaine. Ça tombe mal parce que les week-ends, le tribunal n'est pas là, et donc elle ne pouvait pas venir témoigner en semaine
parce que c'était dans la semaine, il y a l'école, et que en tant que mère de famille, ça lui mettait des difficultés terribles et insurmontables de devoir ne pas pouvoir s'occuper d'amener les enfants à l'école, et que du coup elle ne pouvait pas venir témoigner. Ce qui est assez ironique. Non, c'est une vraie excuse. C'est une vraie excuse. Elle a vraiment dit que, comme c'était School Week, donc la semaine où il y a l'école, qu'elle ne pouvait pas venir témoigner, qu'elle ne pouvait pas répondre à la justice. Vous imaginez la chose si n'importe quelle autre personne utiliserait ce genre d'excuse pour ne pas se présenter devant un magistrat, le scandale que ça ferait. Mais là, pas du tout. Là, c'est en direct. On n'a peur de rien du côté des Trump. On oublie qu'il y a peut-être je crois qu'elle a quatre nannies qui l'aident à s'occuper de ses enfants. Et que donc l'excuse de je ne peux pas venir au tribunal parce que j'ai piscine, non, je ne peux pas venir au tribunal parce que je dois m'occuper de mes enfants et les amener à l'école, ça n'a pas plu du tout, mais du tout au magistrat qui a évidemment rejeté sa demande, et elle viendra témoigner la semaine prochaine, et on sera là, et tant qu'on est dans la semaine prochaine, avant de rentrer dans le cœur du dossier de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, et je vais aller même loin dans ce qui s'est passé ce dernier jour, parce que je vais vous dire, d'après moi, comment ce procès-là va terminer. Mais avant d'aller là, donc la semaine prochaine, moment historique, Trump va venir témoigner lundi, peut-être mardi, mais en tout cas lundi c'est certain, à partir de lundi matin, et on va essayer de vous faire vivre ce moment minute par minute. Donc même si le procès n'est pas télévisé, nous serons en direct pour vous raconter ce qui va se passer avant, pendant les pauses et après, en direct, minute par minute, ce qui veut dire aussi un horaire extrêmement particulier. On est en train un petit peu de se renseigner et de voir, mais en gros, ça veut dire que lundi, on va prendre le direct vers 15h30, heure de l'Europe, heure de France, heure de Paris, 15h30, 9h30 le matin au Québec, par exemple. Et donc, ce qui veut dire qu'on va être en direct jusqu'à la fin de la journée, une émission spéciale de 6, 7, 8 heures. On verra bien, mais en tout cas, on va vous raconter ce moment-là, un moment qui est tellement fou, qui en plus qui sera encore plus fou par rapport à ce qu'il vient de se passer ces 2 derniers jours à New York, un moment tellement fou que la procureure de New York, Laetitia James, l'a annoncé elle-même. Et oui, on a une vidéo. Vidéo Laetitia James, c'est parti. We just concluded day 22 of our trial against Donald Trump, the Trump Organization, and other defendants. Today, we heard testimony from Donald Trump's sons and co-defendants, Donald Trump Jr. and Eric Trump. Just values of properties like Seven Springs and Briarcliff to make his father appear richer than he actually was. Next week, Donald Trump himself will take the stand. And while I am sure he will try to hide his wrongdoing behind taunts, threats, and name-calling, we will not be bullied out of uncovering the truth. Elle espère que la semaine prochaine va permettre de donner la vérité. Voilà, je traduisais je racontais pour nos amis sur Space, donc cette vidéo complètement folle de la procureure, vidéo officielle derrière, elle est devant les drapeaux de l'État, les drapeaux de ses services, où elle raconte que la semaine prochaine va être le moment crucial, où Donald Trump lui-même va venir témoigner, où il va tout faire pour cacher ses responsabilités, où elle est persuadée qu'il va insulter, attaquer tout le monde, qu'il va exploser à la barre. On verra si elle a raison ou pas, mais qu'elle, de son côté, elle fera tout pour raconter la vérité. En tout cas, on vous racontera tout ça, on vous fera vivre tout ça lundi
en direct. Donc encore une fois, je vous confirmerai les horaires sur mon compte Blue Sky, sur ma page Patreon et sur ma page X. Mais l'idée, c'est qu'on va être là dès le milieu de l'après-midi, heure française, 15h, 15h30. Et il va falloir beaucoup de thé, exactement Anto, il va falloir beaucoup de popcorn. Et on va vous raconter ça non-stop. Et voilà, ça va être un moment historique pour notre émission, moment historique pour les États-Unis. Hein, c'est une première. Trump sous serment qui va devoir répondre à des questions. Et si ça s'est passé, si ça se passe, comment ça s'est terminé hier soir et aujourd'hui, c'est complètement fou. Donc pour résumer la situation, il y a eu Don d'abord, dans un premier temps, qui a décidé, je vous en avais un petit peu parlé, de sortir cette excuse un petit peu avec beaucoup de légèreté. On a d'ailleurs le sentiment, et il a assumé sur son compte Twitter, je pense, on a eu ce sentiment qu'il était là plus pour faire un show que pour répondre à la justice. Il n'a pas arrêté de faire des blagues avec le magistrat, d'essayer de prendre à la légère, clin d'œil à l'appui, etc., etc., en oubliant forcément que dans ce procès très particulier, le juge est juge et jury, et qu'il doit déterminer de la crédibilité d'un témoin. Je vais revenir sur cette notion de crédibilité parce qu'elle est vraiment clé après ces deux témoignages. Et donc il a pris ça à la rigolade, mais il s'est fait coincer une ou deux fois. Sa stratégie de défense était très prévisible, avec des limites importantes. Sa stratégie de défense était de dire « Ah ben de toute manière, moi, c'était pas mon boulot, ça m'intéressait pas, je ne sais pas. » Alors que dans la réalité, il avait des fonctions qui l'obligeait à s'intéresser à ces chiffres-là, et surtout qu'il avait une responsabilité par rapport au board, par rapport à la Trump Org, mais aussi par rapport aux banques, etc., de valider beaucoup d'informations. Donc l'idée de se dire, moi, je ne sais pas que... je ne sais pas ce qui se passait, je ne suivais pas tout ça, c'est quelque chose qui ne va pas être recevable parce que par rapport à ses fonctions, ce n'est pas acceptable. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que, et ça s'est terminé sur ça, avec Don Junior qui a reconnu que c'était la vérité, avec une mise à nu du système de Trump. En gros, aujourd'hui, et depuis toujours, le système de Trump était de se cacher sur le fait que c'était des experts qui écrivaient les valorisations de la compagnie. Je vous rappelle le procès, cette deuxième partie du procès. Dans la première partie du procès, les Trump ont été reconnus pour fraude. Là, on est dans un procès où on a déterminé le montant de l'amende qu'ils ont à payer, qui risque d'entraîner la fin de l'empire Trump. Et donc, on leur reproche, et ils ont été reconnus coupables de ça, d'avoir menti en exagérant la valeur de leurs biens pour pouvoir obtenir non seulement des crédits plus importants, et des taux de crédit plus intéressants. C'est un petit peu comme vous, si vous allez voir une banque et que vous voulez plus d'argent que ce que vous pouvez avoir, en disant, mais vous savez, ma maison, là, elle ne fait pas 100 000 euros, la valeur de ma maison, c'est 500 000 euros, ou c'est 1,5 million. De telle sorte que la banque, lorsqu'elle va calculer combien elle peut vous prêter, elle va se dire, bah, s'il a un bien collatéral de 1,5 million, on peut lui prêter plus que s'il a un bien collatéral de 100 000 euros. Ça paraît assez logique. Et donc, on a appris, par exemple, que cette démarche-là a permis à la famille Trump d'économiser au minimum 168 millions de dollars payables en intérêts. Si on veut retourner ce chiffre-là, la manière dont d'ailleurs le procureur et le juge vont utiliser ce chiffre-là contre les Trump, ça veut dire que les banques ont eu un manque à gagner de 168 millions de dollars que la famille Trump aurait payé. Ce qui veut dire que
la famille Trump a volé 168 millions de dollars. C'est la manière dont ça a été démontré pendant le procès, sans qu'on puisse y répondre. Et l'axe de défense de Trump a toujours été, et c'est quelque chose qu'a mis en avant Don Jr. avant de reconnaître que, oui, effectivement, il y avait une faille dans ce qu'il venait de dire. En gros, l'idée, c'est toujours de dire, nous, on n'y est pour rien, c'est pas nous qui faisons les déclarations, ce sont des organismes parmi les plus grands organismes financiers aux États-Unis et dans le monde qui ont fait ces déclarations-là. En oubliant deux choses. La première, c'est que, avant que ces déclarations soient utilisées, elles étaient signées par les Trump qui déclaraient en signant que ces chiffres, ces déclarations étaient bonnes. Elles ne l'étaient pas. Ils savaient quand par exemple on déclare que une propriété fait 3 fois la taille de la réalité, on le sait. Et puis l'autre point qui est important, c'est ce qu'on a découvert pendant ce procès, c'est que dans la réalité, les organismes financiers qui étaient engagés par Trump n'étaient pas engagés pour pratiquer des audits, pour aller vérifier ces chiffres-là. Ils étaient engagés pour compiler les chiffres que Trump leur donnait. Donc je ne sais pas si vous comprenez le mécanisme, mais en gros, les Trump donnaient des chiffres qui étaient faux à une entreprise qui n'enquêtait pas sur ces chiffres-là, qui prenant ces chiffres faisait une déclaration que Trump validait en disant regardez, c'est pas nous, c'est eux. Et donc, l'échafaudage de défense de Don Jr. s'est effondré lorsqu'en fin de procès, en fin de son témoignage, les services de procureur sont revenus en disant « Mais attendez, là, ça fait 1 journée et demie que vous vous cachez sous la responsabilité qui est déjà est assez contestable en disant « Non, mais moi, c'est pas moi, on avait des comptables pour ça, c'est pas moi, c'est pas moi qui fais ça. » Et dans la réalité, les chiffres qui étaient utilisés, c'est bien vous qui les fournissiez. Et donc, il a reconnu que c'était le cas, que c'était bien la Trump Organisation qui passait ces chiffres-là au comptable. Ce qui est un aveu de culpabilité. Parce que ça veut dire que il y a une responsabilité de la famille Trump de passer volontairement ces chiffres-là. Ça, c'était pour Don Jr. Avant de parler, Eric, on va passer en 30 secondes en mode breaking news parce qu'il y a de la breaking news. Donc, on passe en mode breaking news tout de suite. Ça n'arrête pas. Avec Mark Meadows. Mark Meadows, donc vous le savez, Mark Meadows qui est l'ancien chef de cabinet de Trump et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation particulière. On savait qu'il avait accepté une immunité, donc on ne connaît pas forcément les détails aujourd'hui, une immunité pour collaborer avec le procureur Smith et témoigner devant un grand jury à Washington dans tout ce qui touche dans tout ce qui touche les actions commises par Trump le 6 janvier, mais aussi en novembre et en décembre, pour rester de manière illégale en place. Et du coup, Mark Meadows est poursuivi en justice par son éditeur qui lui réclame $1 million en expliquant que, contrairement à son contrat, Mark Meadows a menti dans son livre. Dans son livre, il expliquait que Trump n'était absolument pas coupable et donc confirme que Meadows a bien obtenu une immunité de la part de Smith pour aller témoigner dans le sens contraire des déclarations de son livre, donc c'est-à-dire témoigner de la manière dont Trump a tenté de rester au pouvoir, témoigner sous les coulisses d'un coup d'État, ce qui est contraire à ce livre qu'il a publié il y a quelques mois, et donc son éditeur, c'est extrêmement rare, se retourne contre lui en disant que il crée
des dégâts sur la réputation de l'éditeur en ayant menti et lui réclame $1 million. Donc voilà, c'était la breaking news. C'est une breaking news qui ne... Excusez-moi, je reprends un peu de thé. Excusez-moi. C'est une breaking news qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que, au-delà de la démarche qui est extrêmement rare d'un éditeur qui se retourne contre son auteur en disant vous avez menti, surtout quand c'est vraiment sur des faits qui sont extrêmement importants. Derrière, elle sous-entend que effectivement Meadows collabore avec la justice. Meadows, c'est le témoin des témoins. Il a vécu tout à l'intérieur de la Maison Blanche, tous les efforts pour mettre à bas la démocratie américaine. Et évidemment, Meadows fait partie c'est un des causes inculpés de Trump en Géorgie et dans le cadre du RICO Act. Et on sait que actuellement, la procureure Willis essaye de faire tomber d'autres co-inculpés, de les forcer à accepter une peine plus légère pour charger Trump. Et si Meadows a collaboré avec le gouvernement fédéral à Washington, c'est évident que la procureure Willis va s'intéresser à ce cas-là, et on pourrait avoir un Meadows qui décide d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, de collaborer avec l'enquête en Géorgie, avec la procureure, et à partir de là, il n'y a plus personne pour protéger Trump. Meadows, c'est le dernier rempart pour protéger Trump. Une fois que Meadows a décidé de chanter, comme on dit ici, enfin, comme un canari, une allusion à la mafia, et donc si Meadows se décide à parler, c'est la fin pour Trump. Et donc c'est extrêmement intéressant, à travers cette plainte de $1 million, d'avoir la confirmation que Meadows collabore déjà, même si c'est une collaboration partielle, qu'il collabore déjà avec la justice à Washington. Donc voilà, c'est à suivre. C'est à suivre. Donc, on retourne à New York. Donc le témoignage de Don Jr. s'est terminé, contrairement à ses déclarations dans les médias, contrairement aux déclarations dans les médias pro-Trump, contrairement à ses déclarations sur ses propres réseaux sociaux, par cet aveu que le fait que les chiffres qui étaient mis en avant par les organismes financiers, en fait, étaient communiqués par Trump. Et ça, c'était déjà une très mauvaise nouvelle. Mais par rapport à ce qui s'est passé avec Eric Trump, qui a pris la barre à sa suite, donc hier et ce matin, ça a été un massacre. Ça a été un massacre parce que Eric a eu un rôle plus actif au sein de la Trump Org, et Eric s'était déjà mis dans un sacré bourbier, c'est le cas de le dire, dans ses dépositions filmées d'avant-procès, pour préparer donc le procès, où il avait été attrapé plusieurs fois en flagrant délit de mensonge. Et on pourrait penser que ça lui ait servi de leçon et qu'il aurait modifié son témoignage, mais il ne peut pas, parce que modifier son témoignage, c'est avouer ce système d'arnaque permanence depuis 10 ans sur Trump, et qui n'est pas une surprise en soi. Il faut se souvenir que lorsque Trump passe, et ça va être un des points importants avec le témoignage mercredi et jeudi, on sera là aussi forcément mercredi et jeudi pour le témoignage d'Ivanka Trump, lorsque Ivanka Trump présente la Deutsche Bank, qui va devenir l'organisme principal de crédit de la Trump Org, à ce moment-là, il n'y a plus aucune banque à New York qui veut prêter de l'argent à Trump. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que ces déclarations sont bidons,
que les biens, ça a augmenté. On a vu, il y a eu pendant 2 jours, et encore aujourd'hui, on a reparlé de Mar-a-Lago, par exemple, et je vais y revenir là-dessus, mais il y a eu encore propriété par propriété le détail de la manière dont ces déclarations étaient faussées, augmentées, comment à chaque étape de la Trump Org, à chaque aller-retour entre Eric Trump et son père, entre le directeur financier au Weisselberg et Trump, comment ces chiffres à chaque fois étaient augmentés, étaient gonflés pour arriver à une valeur qui devenait intéressante pour obtenir ces taux de crédit. La Deutsche Bank demandait à Trump de maintenir une fortune au minimum une fortune minimum de 2,5 milliards de dollars, et que donc il fallait impérativement arriver à ce chiffre. Mais comme ce chiffre de 2,5 milliards, il ne fallait pas que ça soit trop suspect de se dire bah tiens, c'est bizarre, on nous demande 2,5 milliards et on déclare 2,5 milliards. Bah, Trump avait demandé plusieurs fois de l'augmenter. Et comment à la fin, on était arrivé sur du vent à déclarer, à montrer à la banque que la valeur de l'empire financier de Trump était de 6 milliards de dollars, lorsque à l'époque, par rapport à des expertises indépendantes, on était entre 800 millions et 1,2 milliard de dollars. 1,2 milliard de dollars, on va prendre les meilleurs chiffres, dans 1,2 milliard de dollars, lorsque Trump déclarait que sa fortune était à 6 milliards de dollars. Et donc, Eric, on savait qu'il avait eu déjà des moments difficiles avant le procès, et ça s'est pas amélioré, il était extrêmement nerveux. On l'a vu quand, par exemple, le procureur est venu lui présenter, parce que la différence entre lui et les autres, c'est que il y a des preuves, il y a des documents, il y a des emails, il y a des rapports signés par lui. Et lorsqu'on l'a vu à un moment, lorsque le procureur lui a passé un document, alors qu'il venait d'expliquer encore une fois, comme son frère, qu'il n'avait aucune responsabilité, et le procureur est venu lui montrer un document, un email qu'il avait écrit lui-même. On l'a vu tenir le papier et sa main trembler, qui sont des moments assez forts dans un procès. Et donc ça a commencé en plus par cette manière un petit peu trumpienne d'essayer de se dégager de tout ça par une pirouette. Ce qui marche lorsqu'on est sur Fox News, ce qui marche lorsque on est dans un meeting avec devant vous des milliers de supporters qui sont émerveillés par tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, mais qui ne marche pas devant un tribunal. Et donc il a commencé quand un interrogatoire débute toujours par des questions assez banales, qui est une sorte de mise en bouche, de mise en jambe pour se préparer avant le reste. Donc on lui demande son domicile, on lui demande ses études, puis on lui demande sa fonction au sein de la Trump Org, et son excuse qui a fait sourire tout le monde, c'est de dire bah moi, vous savez, moi je sais pas trop ça, mon boulot c'était de verser le ciment, comme s'il était sur les chantiers à pour concrete, comme s'il était sur les chantiers à construire les bâtiments Trump. Et donc quand on commence avec mon boulot, c'était de balancer du ciment, lorsque dans la réalité on n'a jamais mis ses mains dans quoi que ce soit, c'est vrai que ça devient très difficile après. Parce qu'il a voulu continuer sur la même lancée d'expliquer qu'il n'avait rien, il ne se souvenait pas, il ne connaissait pas telle ou telle personne. Et à chaque fois, notre ami Éric le maçon, comme le dit Clem sur le chat de le chat de YouTube, ouais, c'est exactement ça. Notre ami Éric le maçon, donc à chaque fois que notre ami Eric Trump expliquait que je ne connais pas cette personne, je n'ai jamais été en communication avec cette personne, je n'étais pas au courant de ça, eh ben, boum, derrière les oreilles, ça lui tombait, parce que le document, la preuve de exactement le contraire, était présenté par l'attorney général.
était présenté par les services de la procureure qui venait nous montrer que non, attendez, cette personne dont vous vous expliquez que vous n'en avez jamais entendu parler, regardez, il y a toute cette série d'emails où vous vous appelez par vos prénoms et vous disiez maintenant, vous êtes d'accord pour dire c'est mieux qu'on se parle lors de la prochaine réunion ou qu'on se parle lors d'un coup de téléphone, etc. Lorsque vous dites que ce document, vous ne le connaissez pas, regardez, on a un email de votre côté où il est en pièces attachées dans l'email. Et donc, il y a eu une accumulation comme ça qui a atteint un summum jeudi soir, vers les 16h, juste avant que le procès se termine. Et donc, on va revenir tout à l'heure à cette accumulation où on a senti pour la première fois que Eric Trump ne savait plus que faire, que dire, qu'il était sur le bord de craquer. On était sur un dossier d'une propriété qu'il gérait lui-même et où les déclarations de prix ont été complètement folles, avec des augmentations de 400% de la valeur du bien. Donc il y a eu ce moment, puis je vais vous raconter ce qui s'est passé après ce moment, parce que ça va être important dans cette notion de gag order qui a été décidé ce matin, ce matin heure de Vegas, décidé en fin de matinée à New York, et ça s'est poursuivi jeudi. Et ça s'est poursuivi jeudi, et encore une fois, ça s'est poursuivi aujourd'hui, désolé, donc ce vendredi, ça s'est poursuivi où il est arrivé ce matin, et il s'est installé à la barre des témoins, encore plus nerveux que la veille, parce qu'il a vu à quoi ça correspondait d'être interrogé et d'avoir à chaque fois des documents qui prouvaient qu'il était en train de mentir, que ses excuses étaient fausses. Donc on l'a senti encore plus nerveux, plus tendu ce matin, et ça s'est terminé par un feu d'artifice. Le feu d'artifice, c'est que, comme il y a 2 jours avant, pour son frère, les avocats de Trump ont décidé de se passer de leur opportunité de faire ce qu'on appelle la cross-examination, c'est-à-dire de l'interroger à leur tour. Il faut bien comprendre, c'est complètement fou. C'est que les avocats de Trump ont préféré que les séances s'arrêtent que d'aller poser des questions supplémentaires à leurs clients, de peur sûrement que ces déclarations supplémentaires ouvrent d'autres portes qui seraient encore plus gênantes pour les Trump. Donc déjà, première partie de ce feu d'artifice, comme pour la fin de Don Jr., Eric Trump n'a pas été interrogé par ses propres avocats à la barre. Et puis surtout, on est revenu sur un élément fort, signé par Eric Trump lui-même, qui signait après le début de l'enquête. Je vous en parle dans 30 secondes. Donc voilà, on revient tout de suite. J'ai demandé s'il y avait des gens à remercier. C'est toujours important de le faire. Merci Sébastien pour ta contribution à la chute. C'est important et vraiment sincère de vous remercier. C'est pareil. Merci à celles et ceux qui se passent par notre page Patreon. Merci beaucoup. Et celles et ceux qui sont devenus des membres de la team Les Chutistes, qui peuvent avoir nos emojis. Et entre autres, nos emojis de ce toast brûlé, vous allez voir, vous allez pouvoir l'utiliser très bientôt. C'est un petit spoiler. Donc on revient à ce moment assez fou, à un document, encore une fois, signé par Eric. C'est le contrat de départ, de l'indemnité de départ du directeur financier de la Trump Org, qui est aujourd'hui un co-inculpé, qui s'appelle Alan Weisberg, qui a été pendant des années
des décennies, en charge des finances du groupe Trump. Et il y a quelques années de cela, il a été reconnu coupable de différents faux et il a même été envoyé à Rikers en prison. Il vient de passer du temps en prison, entre autres pour abus. Il profitait, il faisait payer l'école privée de ses enfants par la Trump Org, ce qui était en fait une proposition de Trump lui-même pour ne pas le payer en termes de salaire, où la Trump Org aurait été plus imposée. Ça permettait de payer moins d'impôts, d'aller payer l'école privée et le chauffeur pour amener ses enfants à l'école privée. Et donc, on a terminé sur le contrat de son indemnité de licenciement, parce que une fois que c'était évident qu'il allait être condamné, les Trump l'ont viré, d'accord, ce qui est compréhensible. Les Trump l'ont viré avec un contrat à la clé de 2 millions de dollars. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que ce contrat de 2 millions de dollars est en exécution différée. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a toujours pas touché son argent. Il a accepté, il est allé en prison, il n'a pas chargé plus que ça Trump. Il est allé en prison, il a fait la prison. Mais en bout de course, il recevra de l'argent. Et donc, aujourd'hui, on a détaillé les étapes de ce contrat qui est rédigé de telle manière pour protéger les Trump. Et pour protéger les Trump, par exemple, Weisselberg a des clauses qui lui interdisent sauf s'il est convoqué officiellement, de collaborer avec la justice pour raconter ce qui s'est passé avec les Trump. Il n'a pas le droit de créer un préjudice contre les Trump. Et ce qui est important, c'est que ce document est signé par Eric Trump. Et c'est le calendrier de la manière dont il a été signé qui aujourd'hui était au cœur du procès, pour démontrer que ce document a été créé pour empêcher un témoin clé de venir accuser les Trump. Et donc, par exemple, cette promesse de s'engager à lui verser 2 millions a été signée au lendemain de la condamnation. C'est-à-dire que pendant toute la période du procès, où il aurait pu se retourner contre Trump, il savait que s'il faisait, l'engagement de lui verser de l'argent, il n'y en avait pas parce que ce n'était pas signé. Donc les Trump ont attendu la fin du procès, où il a accepté encore une fois de ne pas charger Trump et d'être lui condamné à la prison pour lui signer son contrat de 2 millions. Et donc on a terminé sur ça qui démontre un petit peu, même si c'est légal, il y a un côté méthode mafieuse extrêmement intéressant là-dessus, mais aussi, encore une fois, sur la crédibilité des témoins. Parce que la crédibilité des témoins, c'est une notion clé. C'est une notion clé. On ne parle pas de témoins qui viennent mentir à la barre, ça on en parlera vendredi, mercredi et jeudi prochain lorsque Ivanka va venir. Elle a des obligations en termes de témoins, de répondre à la vérité, sinon on peut tomber dans du parjure, sinon on peut tomber dans l'obstruction à la justice. Lorsqu'un accusé, un inculpé vient, le concept clé, c'est la crédibilité. C'est-à-dire qu'après, le juge qui agit ici comme aussi le juré va devoir déterminer si Weisselberg et si les deux frères Trump et Trump lui-même lundi et mardi ont été crédibles, si les informations qu'ils ont données à la barre, si leur témoignage a été crédible. Et là, de montrer que Eric a menti tout le long sur « je connais personne », mais en fait il y a les documents derrière, fait que sa crédibilité, aujourd'hui en termes de témoin, est nulle. Lorsqu'il vient dire « non, mais on n'y est pour rien », le juge ne peut pas le croire parce que sa crédibilité a été défoncée, détruite par le procureur. Et lorsqu'on va sur Don Jr. qui explique que c'était pas sa responsabilité, c'était les comptables, etc., etc., et que l'on a prouvé que c'était eux
les Trump, dont lui, Eric, Don Jr., des documents signés aussi par lui, qui étaient fournis au comptable, sa crédibilité est détruite. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit comme excuse, qui déjà était peu recevable parce qu'il a des responsabilités en termes de président de la compagnie qu'il n'exerçait pas, soi-disant, en disant ben moi je signais des documents sans vraiment savoir ce qu'il y avait dedans et sans comprendre ce que ça voulait dire, hein, ça a été sa ligne de défense. Donc sa crédibilité vient de s'effondrer. Et lorsqu'on démontre, comme ça a été démontré aujourd'hui, que le directeur financier de la compagnie, un rôle clé, a une menace au-dessus de lui ou une incitation en tout cas à protéger les Trump dans un calendrier extrêmement précis pour recevoir de l'argent, même si c'est légal, ça descend sa crédibilité. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les Trump sont à un point où ils ne peuvent plus croire qu'ils vont sauver ce qui est à sauver. Et je voulais en venir à ce point et vous donner mon avis après 3 semaines de procès, un procès qui n'est pas terminé, en vous rappelant ce point qui est vraiment important. Une première partie du procès, qui est terminée, d'accord, a déterminé que les Trump étaient coupables de fraude, avec un S au pluriel. C'était un des chefs d'accusation sur les 7, qui était le plus important. Le procès qui est en cours doit déterminer le montant que l'amende que doit payer Trump, mais aussi ce qui doit arriver avec les biens du groupe Trump. On sait que lors de sa première décision, en septembre, lors de son arrêt, le magistrat avait décidé de placer la totalité des propriétés Trump, de la Trump Org, de les placer sous liquidation judiciaire. On sait aussi que la procureure, au-delà des 250 millions de dollars d'amende, veut que soit imposée une interdiction pour les Trump, Donald, Don Jr. et Eric, de faire des affaires avec des banques qui ont une succursale ou un siège à New York. Donc, couper les ressources financières de Trump. Quand l'arrêt du magistrat a été publié en septembre, je vous ai parlé de ce concept de peine capitale pour une compagnie, une peine de mort. Aujourd'hui, après avoir entendu Eric Trump pendant une journée et demie, avoir écouté Don Jr. pendant 1 an et demi, je suis persuadé que cette peine de mort des affaires va être appliquée. Je ne vois pas, dans les prochains jours, ce qui pourrait permettre à Trump, au Trump, d'échapper à une amende colossale et qui pourrait pousser le juge à dire je reviens sur ce que j'ai dit et l'ensemble du groupe Trump n'est pas mis en liquidation judiciaire. Je pense que, évidemment, il y aura des appels, mais on est dans une procédure très particulière, civile, avec des appels qui sont extrêmement limités. Hein. C'est pas comme dans ces affaires, les affaires fédérales où on dit, voilà, il y a tout un circuit à suivre d'appels, et si l'appel n'est pas reçu, on part à la Cour suprême. Là, on est vraiment dans une situation où, si dans quelques semaines, le magistrat qui connaît parfaitement le dossier, on l'a vu lorsqu'on lit son arrêt de 35 pages au mois de septembre, c'est peut-être la personne qui aujourd'hui connaît le plus du dossier. Lorsque on a des documents qui sont là et que les seules personnes qui étaient en mesure de faire changer la décision, ce sont des témoins qui aujourd'hui ont perdu toute crédibilité, parce que l'enjeu, il était là. Si les fils Trump étaient venus à la barre et avaient réussi à démontrer que ce n'était pas une erreur, qu'il n'y avait pas une volonté
de truquer ces chiffres-là, une volonté de mentir, de mentir aux banques et aux compagnies d'assurance, peut-être ça aurait pu changer la décision. Mais en perdant toute crédibilité, que ce soit le directeur financier, Don Junior, excusez-moi, ou Eric, fait qu'aujourd'hui, le magistrat qui va prendre la décision va se retrouver avec des déclarations qui sont fausses, des témoins qui mentent et des preuves de chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Aujourd'hui, par exemple, sur Mar-a-Lago, Eric a été obligé de reconnaître que, effectivement, la valeur de Mar-a-Lago n'était pas de 1,5 milliard comme le dit Trump, ou de 100 millions, ou de 600 millions comme c'était déclaré dans certains documents, mais que effectivement c'était un bien qui existait, qui était déclaré aux impôts comme un bien commercial et pas une résidence, parce que ce bien commercial permettait, donc un club privé permettait à Trump de payer moins d'impôts, que donc il y avait plein de raisons qui faisaient baisser la valeur. Et bon, donc dans la réalité, cet ensemble de témoignages qui vont se retourner contre Trump vont amplifier les éléments du dossier. Et je ne vois pas pourquoi, à la fin du procès, le juge ne va pas confirmer que l'empire Trump doit être liquidé et de soumettre l'empire Trump à cette peine de mort, peine capitale pour les entreprises. On va voir, je peux me tromper, mais si aujourd'hui vous me demandez mon avis sur ce qui se passe à New York, c'est la fin. On est en train d'assister à la fin, à la chute de l'empire financier de Trump. Je reviens tout de suite pour vous parler du gag order et de ce feu d'artifice de jeudi soir et de son importance. Avant de reprendre, je voudrais vraiment vous remercier d'être aussi nombreuses et nombreux sur tous nos supports. Là, je vois vous êtes beaucoup vous êtes très nombreux vous êtes très nombreux. On va partir en mode breaking news en 30 secondes. Vous êtes très nombreux sur Space, hein, sur le Space de X, très nombreux sur Twitch. Très nombreux sur YouTube, pareil sur Facebook, vraiment c'est très sympa et vous avez été plusieurs à venir nous aider via Super Chat. Donc, je voudrais remercier Didier aussi, merci Didier, merci pour votre super travail d'information. Je suis heureux que ça te plaise Didier, que ça vous plaise vu le nom que vous êtes aujourd'hui. Merci Joanne, alors Joanne aussi, Joanne c'est une habituée de la chute depuis peut-être ses débuts en 2020, elle nous soutient aussi sous Patreon, elle est vraiment fidèle parmi les fidèles, qui nous dit merci William, Thomas et Cody pour le boulot incroyable que vous faites. Merci Joanne pour ton soutien, c'est vraiment très apprécié. Pareil Robert Lorty qui nous soutient un petit peu de partout, demande si on est dans la subornation de témoins. Je ne pense pas que le procès ira dans cette direction-là parce que le plus important c'est de mener le procès dans le cadre de la plainte, dans le cadre du but de ce procès. Ce procès est là pour déterminer le montant de l'amende et donc de déterminer la crédibilité ou pas d'un témoin devrait suffire. Et puis voilà, donc formidable. Donc bonne breaking news Thomas. Allez, on part en breaking news. Breaking news, ça part de tous les côtés encore une fois. Et cette fois-ci, on va du côté Washington et c'est super important. Super important ce qui vient de se passer. Donc vous savez, je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, Trump est sous le coup d'un gag order limité
à Washington, un gag order qui d'ailleurs, le cadre peut, dans les heures qui arrivent, dans les jours qui arrivent, c'est un cadre qui peut changer. En tout cas, c'est la demande exercée par le procureur Smith qui estime que non seulement Trump est coupable de ne pas respecter ce gag order, mais de continuer à attaquer les témoins. Mais on l'a vu avec ces deux derniers messages sur Bill Barr et sur Mark Meadows, de pratiquer désormais de la subornation de témoins. Vous voyez, Robert, là, on est en plein dedans. Et donc, c'est quelque chose il a demandé que le cadre, donc la punition, ça veut dire en clair, la punition de ce gag order soit plus sévère, avec une question qui va se poser et qui est une possibilité. Attention, je ne vais pas vous dire ça va se passer, mais c'est une possibilité que la juge Chutkan, face à la subordination de témoins, qui est une offense fédérale, d'accord, qui est quelque chose qui est condamnable, décide de condamner Trump à de la prison, une journée, un week-end, une semaine, à voir. C'est une possibilité. Une véritable possibilité, et je pense que c'est une possibilité qui est tellement sérieuse que depuis une semaine du côté de Trump, on pète complètement les plombs sur Truth Social, avec une multiplication de messages de panique. Mais au-delà de ça, on a vu cette interview extrêmement étrange de l'avocate de Trump qui est venue expliquer qu'en fait Trump ne pouvait pas aller en prison parce que le Secret Service était là pour le protéger, ce qui est du grand n'importe quoi, mais bon, en tout cas ça veut dire que c'est dans les esprits, donc on va suivre ce qui se passe. Et donc Trump avait fait appel dans un premier temps devant la juge Chutkan pour que ce gag order, donc le gag order c'est un bâillon qui n'est plus le droit d'attaquer les membres, les témoins et l'équipe du procureur et tout ça. Trump avait fait appel rejeté par la juge Chutkan, et il est parti maintenant en cour d'appel. Il a posté hier une demande d'appel, et je vous avais expliqué que tout ça était né d'une stratégie. L'idée de Trump, c'était que après le rejet de Chutkan, que ça parte donc en cour d'appel, que ça dure une dizaine de jours, et qu'au bout de 10 jours, ça soit rejeté, ce qui lui permettrait d'aller après à la Cour suprême et de demander à la Cour suprême que pendant que la Cour suprême réfléchisse sur si ce gag order était une limite à son droit du premier amendement, son free speech, donc son droit à parler, que pendant ce temps, la procédure soit arrêtée. Que c'est une stratégie très claire voulue par Trump pour renvoyer ce procès-là. Et donc hier soir, Trump est passé à l'acte en déposant son appel devant la cour d'appel de Washington DC, d'accord, en expliquant à l'intérieur, hein, j'ai fait un tweet à ce sujet-là, vous pouvez aller le voir, où je vous expliquais qu'il concluait cette demande en expliquant que si son appel était rejeté, il irait à la Cour suprême. Donc c'est très clairement sa stratégie. Et donc il demandait que d'ici une dizaine de jours, que la Cour suprême, que la Cour d'appel se soit prononcée sur sa requête, et qu'en attendant, le gag order soit maintenu. Et donc, la Cour d'appel vient de se prononcer, et c'est une victoire partielle pour Trump. Elles sont rares à Washington, mais il faut le dire, c'est une victoire partielle pour les avocats de Trump, c'est que ils ont décidé de repousser au 20 novembre le moment où ils vont entendre les arguments des parties, donc les arguments du procureur et les arguments de Trump, et que pendant cette période-là, c'est ce que voulait Trump, le gag order est mis en hold, donc en attente, il est annulé provisoirement, il est suspendu, ce qui permet à Trump de continuer
toutes les attaques qu'il veut. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a des attaques dans le cadre de son gag order, et puis il y a ce qu'on a vu cette dernière fois, la subordination de témoins, c'est pas la même chose. Même s'il y a un gag order qui est suspendu, s'il fait de la subordination, il peut être poursuivi pour subordination de témoins. C'est pas la même chose, hein, soyons clairs. Mais en tout cas, voilà, le prochain rendez-vous, le 20 novembre, ce qui est rapide pour la justice américaine, soyons clairs, c'est la bonne nouvelle de tout ça, hein, c'est dans 17 jours. Donc dans 17 jours, la Cour d'appel devrait entendre les arguments et peut-être se prononcer dans la foulée, on l'a déjà vu, donc donner son avis. Après, on sait que ça partira à la Cour suprême, mais donc en tout cas, voilà, c'est le début de cette stratégie de délai de Trump dans l'affaire Washington. C'est une première victoire pour lui. Pour information, les 3 magistrats qui ont pris cette décision sont 2 magistrats qui ont été nommés par Obama et un magistrat qui a été nommé par Biden. Donc ce ne sont pas des juges pro-Trump, c'est leur décision, c'est de entendre les arguments de Trump le 20 novembre et en attendant donc de suspendre son gag order à Washington. Donc on risque d'avoir beaucoup de nouveaux messages, beaucoup de nouveaux messages sur tout ce chat de la part de Trump. Et comme le dit Vincent, il va se lâcher. Sur les réseaux sociaux en attendant le 20. Ouais, ça risque d'être assez sale. Mais encore une fois, il y a une frontière extrêmement sensible entre attaquer les personnes et faire de la subordination de témoins. On va voir ça. Et Jean-François qui nous dit qu'il sera à Vegas dans 7 jours. Ben, on essaiera de se voir, Jean-François, dans la mesure de notre emploi du temps. Donc voilà. Voilà, breaking news à Washington. On retourne, désolé pour cette espèce de yo-yo. En parlant de yo-yo d'ailleurs, entre de droite à gauche et de partout, aujourd'hui j'avais prévu énormément de vous parler du 14e amendement et du Colorado, vraiment, où c'est vraiment formidable. Mais on n'aura pas le temps. 2, ils ont pris du retard, il n'y a pas que moi. Ils ont pris du retard dans les débats et donc on fera tout ça demain, d'accord? Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début d'émission, mais je le reprécise maintenant. Donc un petit jingle Thomas, je prends une gorgée de thé et on retourne à New York. Voilà, nous revoilà pour et on retourne à New York. Donc je vous ai dit à New York depuis 3 jours les témoignages de Don et de Eric, surtout de Eric. Cette dernière journée pour moi ne font planer quasiment plus aucun doute sur le fait que le magistrat va condamner les Trump pour le groupe Trump à la liquidation judiciaire, qu'on risque d'avoir un montant extrêmement important et l'application de cette peine de mort, commerciale. Donc voilà, on va suivre ça. Et donc je voudrais revenir à jeudi. Jeudi, Eric est dans le box des témoins. Il n'est pas le box des accusés, même s'il est co-inculpé, il est au siège des témoins et il est en difficulté. On est en train de parler d'une propriété dont il s'est occupé lui-même, où c'est évident que la valorisation de cette société a été amplement exagérée par les Trump, que Eric a signé plusieurs documents qui vont dans ce sens-là, que Eric a été en communication directe avec la personne chargée de préparer cette compilation de documents,
et que donc il y a une volonté évidente de mentir. On en est là, il est un petit peu avant 4 heures de l'après-midi, et à ce moment-là, il y a un incident majeur qui éclate au sein du tribunal. Il y a un à un, les avocats de Trump se mettent à protester devant le magistrat, à accuser encore une fois le magistrat de collaborer avec sa greffière qui lui passe des notes pendant le procès, pendant le témoignage d'Eric Trump. Et donc il y a vraiment un moment d'extrême tension qui se conclut par un coup de colère du magistrat qui va taper physiquement sur sa table tellement qu'il ne supporte plus ces attaques successives des 3 avocats de Trump. Ça commence par Chris Kise, mais tous viennent attaquer là-dessus. Et il crée un scandale qui, dans la réalité, n'a aucune raison d'être. Donc, avant d'aller sur ce aucune raison d'être et vous expliquer pourquoi, en réalité, ce scandale a été fait, vous en savez sûrement les raisons, il faut remonter au premier gag order de Trump. La première décision du gag order, c'est lorsque Trump a publié sur son réseau social, sur Truth Social, sur son compte, les informations sur le compte Instagram de la greffière de Trump, de la greffière du procès, la greffière du juge, du juge Engoron, en expliquant que cette juge-là, en reprenant un article, que cette greffière-là avait vraisemblablement des relations intimes avec des responsables démocrates. À l'origine de cette rumeur, parce que c'était qu'une rumeur, en fait c'est pire que ça, c'était il y a quelques années, c'était un site parodique. Donc Trump partage une information qui a été inventée de toutes pièces. Donc il la partage et il en rajoute une couche devant les journaux, devant les journalistes qui sont là massés à la sortie de la salle d'audience en expliquant que c'est un scandale, que quelqu'un qui soit aussi proche du pouvoir démocrate soit là pour le juger et que le magistrat n'arrête pas de conférer avec elle pendant le procès. C'est cette action-là qui fait que Trump est placé sous un bâillon, donc sous un gag order à New York, lui interdisant d'attaquer, de critiquer et de communiquer des informations personnelles sur les membres de l'équipe du magistrat. Le magistrat l'autorise, il accepte que Trump s'attaque à lui, s'en prenne à lui, il l'a dit plusieurs fois. Il dit voilà, ça fait partie du truc, si vous voulez. Hein, il peut s'attaquer autant à moi autant à moi qu'il veut, mais qu'il ne s'attaque pas à mon personnel. Et donc, il a été condamné, il a eu ce gag order qu'il n'a pas respecté, il a payé ses $5 000, il en a payé 10 000, et aujourd'hui, hier et aujourd'hui, cette histoire revient sur la table. Pendant l'audience, cette fois-ci, on n'est plus à l'extérieur de la cour, c'est vraiment important. Pendant l'audience, les avocats de Trump attaquent la greffière en disant qu'elle communique en permanence avec le juge. Alors, je vais vous expliquer quelque chose pour celles et ceux, et j'imagine de nombreux qui ne sont pas familières avec la manière dont un procès se tient. Ce que fait le juge avec sa greffière, non seulement complètement autorisé, mais tout à fait normal.
Elle est là pour lui passer des documents, pour lui passer des notes. Ce qui se passe sur ce qu'elle lui écrit à ce moment-là est confidentiel. Hein. Il n'a pas à aller présenter tout ça ou à aller verser au dossier, mais c'est une procédure complètement normale que vous allez voir dans n'importe quel procès américain, dans n'importe quelle cour de justice des États-Unis. Le greffier ou la greffière est un collaborateur, une sorte d'assistant du magistrat ou de la magistrate, et tout au long de l'audience lui passe des informations, des notes, etc. C'est tout à fait normal. Et pourtant, les avocats de Trump ont décidé d'attaquer sur cet angle-là, de manière extrêmement forte. Comme je vous l'ai dit, ça a fait exploser de colère le juge qui lui a demandé plusieurs fois d'arrêter. Et comme ça continuait, et que cette fois-ci, ce n'était plus l'avocat principal, Chris Kise, qui est venu, mais c'est l'avocate de Trump qui est venue parce que justement, le magistrat trouvait qu'il y avait une sorte de misogynie de la part de l'avocat de Trump, de la manière dont il attaquait sa greffière. Mais finalement, c'est l'avocate de Trump qui est revenue à la charge, ce qui a encore plus agacé le magistrat. Et résultat, il a suspendu l'audience de jeudi. C'est un moment clé. Parce que sur le papier, on peut se dire pourquoi les avocats de Trump ont foncé dans cette direction pendant l'audience, alors que ce qui se passe est tout à fait normal. La réponse est simple, et elle est à deux niveaux. Le premier niveau, c'était qu'ils sont venus soulager Eric Trump à un moment où il aurait pu craquer. Il n'y a pas de certitude, mais il aurait pu craquer. Cela faisait un quart d'heure, au moins, qu'il y avait une accumulation d'aveux d'Eric Trump, qui, après un mensonge, ou une erreur, ou une omission, reconnaissait face aux documents qu'il s'était trompé. Il reconnaissait. Et donc, il a fallu créer un scandale pendant l'audience pour arrêter ce moment. Et ils ont réussi. Ils ont réussi vu que l'interrogatoire d'Eric Trump a été repoussé au lendemain, au vendredi matin. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que je pense qu'il y a une volonté chez les avocats de Trump, au-delà de la volonté de plaire à leurs clients, bien évidemment, et de justifier leur salaire par ce genre d'incident, il y a une volonté aussi, parce qu'ils savent qu'ils ne gagneront pas ne gagneront pas ce procès ni sur le dossier, ni sur la loi, il y a une volonté de pousser le juge à la faute, pour pouvoir utiliser cette faute plus tard pour demander que les sanctions et que la décision du magistrat soient annulées. Pour moi, c'est quelque chose d'évident. Lorsqu'on connaît la manière dont un procès se prépare, lorsque c'est un procès normal, c'est-à-dire avec un jury, avec des témoins, la partie la plus importante, c'est la préparation de ce procès. C'est la préparation du procès qui va déterminer le succès ou l'échec des interrogatoires, des cross-examinations, et à la fin, ultimement, la décision d'être coupable ou non coupable. Et dans ces périodes de recherche, il y a des organismes même spécialisés qui font ça, on cherche les points faibles, les sujets qui vont faire réagir ou pas réagir les membres du jury, par exemple. On cherche dans le passé d'un témoin
dans le parcours d'un expert, les moments, les publications qui vont permettre de décrédibiliser ou de faire sombrer un témoin ou au contraire de le rendre encore meilleur, on le cherche dans son passé. Je suis persuadé, je ne vois pas comment ça ne peut pas être le cas, que dans ce procès où le juge est juge, mais il est aussi jury, c'est une procédure particulière qui a été acceptée par les avocats de Trump et par la procureure de New York, je ne vois pas pourquoi, aucune raison, pour que les avocats de Trump ne se sont pas renseignés sur le magistrat, de connaître quelles étaient ses forces et ses faiblesses. Et que lorsqu'on voit un magistrat avoir un coup de colère dans sa cour, taper du poing sur une table, lorsqu'on attaque son autorité, on peut se demander s'il n'y a pas une volonté de créer un incident, que peut-être il y a une fiche information qui a été donnée quelque part en disant vous savez, le problème de ce magistrat-là, c'est sa susceptibilité ou c'est sa difficulté à contrôler ses émotions. Et que donc en le poussant au moment d'un procès, à ces moments de colère, on espère que il fasse une erreur et que cette erreur soit utilisée plus tard par la défense pour faire annuler le procès. Moi, ça a été quand j'ai suivi en direct, grâce aux journalistes qui étaient sur place, cet incident et que j'ai lu tout ce qui s'est passé après, c'est mon analyse. Il y a une volonté de faire sombrer le magistrat, de l'amener à l'erreur. Il faut espérer qu'il ne tombe pas dans ce piège-là, parce que d'après moi, ce n'est pas terminé. Tout ce que je vous raconte là, je ne sais pas si vous imaginez la chose, c'est le préambule à lundi, l'arrivée de Trump. Tout ce qui vient de se passer, ces incidents, sont la préparation au moment le plus fou de ce procès. Et les incidents que l'on a vécus lorsque tout à l'heure je vous ai passé la déclaration vidéo de la procureure qui, elle, dit s'attend à des explosions de Trump, à des attaques de Trump, etc., etc., il faut espérer que le magistrat réussisse à se contrôler, parce que il y a maintenant une véritable tension, alors que Trump n'est pas encore arrivé. Ce qui s'est passé ces 2 derniers jours ont permis que cette tension s'installe dans le procès. Parce que Trump veut jouer sur cette tension à partir de lundi. C'est pour ça, lundi, ça va être, j'espère, un moment extraordinaire à partager avec vous. On sera là à partir, donc encore une fois, à partir sûrement de 15h30 heure de France. Et on sera là, donc ça fait 9h30 au Québec, donc dès le matin, pour vous raconter ça, parce que je crois qu'on va assister à cette tentative de faire craquer le magistrat pour commettre un impair, commettre une erreur de procédure, oublier quelque chose peut-être sous la colère. C'est peut-être pas forcément que il va retaper sur la table et ça va mal se passer, mais il peut oublier quelque chose, une étape de la procédure, et cet oubli dans sa procédure fera que on pourra jouer la carte, lorsqu'on est des avocats de Trump, pour faire annuler sa décision. Donc c'est tout ce qu'on va vivre ensemble le lundi. Donc soyez au rendez-vous, ça va être vraiment historique dans un live. Je sais même pas comment ça va se passer. On verra ça, mais vraiment soyez là, parce que ce sont véritablement les enjeux. Sinon, il n'y a aucune explication logique pour que jeudi, je vous ai donné une explication à court terme. L'explication à court terme, jeudi, c'est que
Eric Trump est en difficulté, on crée un incident pour arrêter l'interrogatoire de Eric Trump, ça marche. On devrait arrêter là. Et vous savez quoi? Ce matin, 10h, tribunal de Manhattan, vendredi matin. On redémarre sur quoi? Pendant 15 minutes, quand je dis on, c'est les avocats et les juges recommencent à se disputer sur cette histoire de « il ne faut pas attaquer mon personnel ». Ce que les communications, et le juge plusieurs fois il insiste, les communications qu'elle me passe, c'est normal, ça fait partie de la procédure, elle a le droit de faire ça. Ce que évidemment les avocats de Trump savent, mais ils continuent à rajouter. Il y a une pause 2 heures après. Au retour de la pause, on repart sur quoi? On repart sur le rôle de cette greffière, cette fois-ci en citant non plus un article parodique, mais un article paru dans Breitbart. Breitbart, c'est un magazine d'extrême droite, un site de news d'extrême droite qui a été longtemps dirigé par Steve Bannon. Un article qui est basé sur un tweet anonyme, et on repart là-dessus, obligeant le magistrat à dire « Ok, je vous donnerai mon avis plus tard, par écrit cette fois-ci. » Et l'avis par écrit plus tard, et on a commencé l'émission par ça, c'est ce gag order qui non plus maintenant ne touche plus Trump, mais touche aussi ses avocats. Pourquoi les avocats de Trump, aujourd'hui, par 2 fois, il n'y a plus, on va arrêter, on va essayer de sauver la peau de Eric Trump qui est très mal. Pourquoi aujourd'hui, par 2 fois, les avocats de Trump ont remis une couche sur quelque chose qui ne mérite pas attention? Mais c'est parce qu'ils attendent l'erreur. Ils créent ce climat de tension, et on l'a vu lorsque l'avocate de Trump, à la fin de l'audience, on vous a pas montré la vidéo dans son intégralité, descend les escaliers en colère pour dire voilà, c'est assez, on en a assez vu, c'est ignoble ce qui est en train de se passer, on oblige ces pauvres enfants à venir se séparer de leur famille pour venir témoigner, etc. Il y a une volonté de faire escalader la tension avant l'arrivée de Trump lundi. Et tout le monde sait que cette arrivée de Trump lundi va être problématique. Et donc, dans l'espoir d'amener le magistrat à l'erreur. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est grave, dans le gag order, donc du coup, qui a été publié par le magistrat, donc qui a été obligé de prendre une décision par écrit, donc dans ce gag order qui a été publié juste avant le début de l'émission, où donc il explique qu'il place les avocats de Trump sur les mêmes restrictions, en expliquant qu'ils n'ont plus le droit d'attaquer son équipe. Voilà, Thomas vous le montre, hein, si vous nous suivez sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, vous avez ça à l'image. La dernière partie est affligeante parce qu'elle est affligeante sur l'état de la justice, dans les difficultés à rendre justice sous Trump. Il explique que depuis le début de l'affaire et depuis que Trump a décidé de s'attaquer à la greffière et de s'attaquer au tribunal et de s'attaquer aux magistrats, message par message, la Cour a été submergée de centaines de menaces. Centaines de menaces par email, par messages vocaux, par lettres, par colis envoyés au tribunal. Et donc c'est la réalité aussi du prix à payer d'essayer de juger Trump, c'est que Trump utilise sa base pour mettre une pression ignoble sur la justice américaine. On se retrouve tout de suite. Bon voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir là.
je crois que c'est une expression québécoise quand on dit on met la table. La table est mise. On attend l'invité principal, qui est Trump, lundi. Et puis, ça ne sera pas fini. Après lundi, ça sera au tour d'Ivanka de venir témoigner. Ivanka qui ne pourra pas utiliser le cinquième amendement pour se protéger, qui sera obligé de répondre aux questions. Ivanka qui ne pourra pas se cacher dans l'excuse « je ne m'en souviens pas, ce n'est pas moi, j'y suis pour rien ». Donc voilà, donc la table est mise. Excusez-moi, j'essaie de retrouver ma voix avant d'essayer de conclure tout ça. Excusez-moi encore une fois. Donc la table est mise avec une volonté de placer lundi sous la tension, de placer lundi sous une situation potentielle pour les débordements et pour l'erreur. D'ailleurs, je voudrais que, avant que je vous donne ma conclusion, que l'on revoie la vidéo, cette fois-ci en intégralité, elle dure 1 minute, de la procureure Laetitia James, qui non seulement résume ce que je viens vous raconter, les erreurs commises par Don et Eric, mais aussi qui place lundi le cadre de l'intervention de Trump dans quelque chose d'extraordinaire et de pas normal. À tout de suite. Them was accurate, including the value of the falsely enlarged triplex. Next, Eric Trump took the stand and insisted that he had never heard about his father's statements of financial condition before our investigation. He told us his job was just to pour concrete, but his emails tell a different story. On multiple occasions over the years, Eric Trump worked on his father's statements of financial condition, and he was intimately involved in lying about the values of properties like Seven Springs and Briarcliff to make his father appear richer than he actually was. Next week, Donald Trump himself will take the stand. And while I am sure he will try to hide his wrongdoing behind taunts, threats, and name-calling, we will not be bullied out of uncovering the truth. Donc me revoilà, désolé, petit incident de pastille au miel pour rien vous cacher, mais du coup la voix est revenue. Donc 2 moments clés, pour résumer, 2 moments clés de ces 2 derniers jours du procès de la famille Trump, le fait que la crédibilité des témoins est aujourd'hui plus bas que terre, que la crédibilité des témoins Trump, Don Jr. et Eric a été détruite démontée par le procureur, les services de la procureure, démontrant que il mentait à la barre. Et au-delà de ça, je pense qu'on va arrêter. Je n'arrive plus à reprendre ma voix. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. 2 secondes. Ouais. Et puis le deuxième moment clé, c'est évidemment cette stratégie utilisée par les avocats de Trump qui a découlé sur un gag order, mais qui, au-delà de ça, au-delà du gag order, va plus loin, qui est de créer un climat de tension
avant l'arrivée de Trump lundi pour amener le magistrat à l'erreur et faire annuler le procès sur une erreur. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va vivre lundi. Soyez là. Je vous rappelle aussi la breaking news de la journée, qui est une victoire temporaire pour Trump. Hein. C'est une victoire administrative. C'est une décision assez classique, mais qui est quand même une victoire pour lui, qui est de mettre son gag order, encore une fois, l'autre à Washington, de le mettre en suspens, de le suspendre en attendant son audience du 20 novembre dans la cour d'appel de Washington. Encore une fois, c'est une petite victoire parce que c'est une décision qui est administrative. On aurait pu aussi, dans une décision administrative, dire que le gag order continuait. Hein, il faut être clair. Ce n'est pas une décision sur le fond. C'est encore une fois une décision administrative. Mais en tout cas, elle est là. Donc ça, c'était la breaking news. Je voudrais vous remercier. Je vais je suis très en retard aujourd'hui. Désolé, Louis Martin. Je vais donner la parole à Cody pendant quelques minutes avant de conclure de mon côté. Cody, je te laisse la parole. Oui, j'ai vu que ça n'allait pas très bien, donc je me suis dit que j'allais venir à ton secours. Donc, me voilà. Je voulais d'abord remercier tout le monde dans le chat, que ce soit YouTube ou Twitch. Et Twitch, où on a dépassé les 50 personnes en direct. Formidable. Aujourd'hui, très plaisir. Donc, merci Twitch. Merci beaucoup. Merci vraiment Twitch. Je ne sais pas si tu veux terminer maintenant, mais sinon... je te redonne la parole, mais sinon je peux finir. Ouais, reste dans le coin, on sait jamais. Ça va un petit peu mieux là. La pastille au miel fait son effet. Il n'y a pas assez de miel dans mon thé. Il va falloir que pour lundi, on en rajoute un petit peu plus parce que sinon je vais pas tenir. Ouais, on va mettre du miel en perfusion. En tout cas, ouais, et je voulais moi aussi, c'est le moment de remercier tout le monde. Déjà, merci Cody d'être venu à mon secours. Je sais que demain, c'est une journée particulière pour toi, c'est l'anniversaire. Donc n'oubliez pas le chat demain, vous le savez, je le répète, demain, ce sont les 21 ans de Cody qui sera là pour notre émission, qui devrait normalement, mais on a un programme très chargé, donc peut-être il n'y aura pas de sous le radar, parce que il y a beaucoup de choses. On va essayer quand même de le faire venir pour vous remercier live pendant l'émission, parce que donc demain, c'est son anniversaire. Je compte sur vous pour faire péter les emojis, hein, soyons clairs, comme on dit. Donc voilà. Et puis, je voudrais vous remercier. Vous avez été très nombreuses très nombreuses sur le X, sur le Space, sur Twitter. Je suis désolé de ne pas prendre d'appel ce soir. Vous l'entendez, j'ai vraiment du mal avec ma voix, donc c'est un peu compliqué. Donc je préfère arrêter là et sauver ce qu'il faut pour demain et puis au-delà pour l'émission de lundi qui va être historique. Donc lundi, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous absolument à la chaîne YouTube et cliquez sur la sonnette parce que je ne peux pas vous garantir un horaire. On va essayer d'être là à partir de 15h30, d'être là avant que Trump arrive au tribunal pour essayer d'attraper sa déclaration d'avant-audience s'il décide de parler. Et puis on va vous raconter minute par minute ce qui se passe dans cette salle d'audience. Ça va être un moment assez fou, avec Trump qui va être obligé de répondre à certaines questions, qui va être confronté aux déclarations faites par Eric aujourd'hui, et d'un côté ses avocats qui vont sûrement essayer de faire monter la tension d'un degré pour amener le juge à l'erreur. Donc ça va être vraiment fou, donc soyez là. Demain on se retrouve comme d'habitude, donc vers 21h, donc à 21h, un petit peu avant, mais 21h heure d'Europe, et à 16h, c'est la dernière fois à 16h à Montréal avec
avec le changement de passage à l'heure d'hiver. Donc tout ça va rentrer dans l'ordre très bientôt. Je voudrais remercier celles et ceux qui sont passés. J'ai eu des notifications. Vous êtes d'autres personnes qui sont allées s'abonner à notre page Patreon et qui nous permettent un soutien financier qui nous donne une vision à plus long terme sur tout ce qu'on peut faire, comme par exemple cette émission lundi, mardi, oui j'ai oublié de dire ça, mardi on devrait avoir 2 émissions, une consacrée à la 2e journée de Trump, si 2e journée il y a, on va voir, et puis c'est une soirée extrêmement importante, une soirée électorale extrêmement importante, avec des élections aux conséquences extrêmement importantes pour 2024, donc en Pennsylvanie, en Virginie, et on va suivre tout ça. C'est la dernière indication fiable à quoi pourrait ressembler le scrutin de 2024. Donc on sera là, donc 2 émissions mardi, et c'est clair que c'est, comme dit Vincent, dit merci, je vais m'inscrire sur Patreon. Non, c'est clair que c'est ce genre de soutien qui nous permet de planifier, de se dire ok, ben voilà Thomas, cette semaine tu vas travailler 5 jours pour 150 heures. Donc voilà, en tout cas, merci pour ceux qui sont passés aussi par Super Chat, c'est notre manière de nous soutenir. Merci Léna pour ta collaboration et ton soutien fidèle. Merci Sébastien, merci Robert, merci Johan, merci Didier, merci Jean-François. À très bientôt à Vegas, Jean-François. On essaiera de trouver le temps, si Trump nous le laisse, pour se voir, c'est promis. Et puis, merci à celles et ceux qui sont devenus des membres, des chutistes, qui peuvent bénéficier de nos emojis. Je ne sais pas si vous avez utilisé tout à l'heure l'emoji du pain grillé, brûlé, carbonisé, mais il faut le faire parce que c'est aujourd'hui l'état des perspectives sur l'empire financier de Trump, et vous savez que s'il perd son empire financier, c'est quelque chose qui est intrinsèque à son image, à sa réputation. Il joue depuis toujours cette réputation d'un homme d'affaires extraordinaire, mais vraiment au-dessus de tout le monde, une image qu'il a cultivée grâce à l'émission qu'il faisait pendant des années, The Apprentice, qu'il faisait pendant des années sur ABC, et donc ça serait un échec considérable au-delà des conséquences financières de tout ça. Merci encore une fois à tout le monde. On se retrouve samedi, donc demain. On se retrouve demain pour une émission consacrée, sûrement, s'il n'y a pas un changement d'actualité, sur le 14e amendement, ce qui s'est passé au Colorado ces 2 derniers jours. Je vais vous raconter ça, minute par minute. Pour le coup, je l'ai suivi en direct, en vidéo. Vous allez voir, c'est complètement fou dans tous les sens du terme. Donc on va parler de ça demain, plus votre rubrique Les Moments Maga, quelques news insider que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc demain, 16h au Québec, 21h en France, sur YouTube. Venez nous retrouver. Mais voilà, donc bonne fin de journée, bonne nuit, bonne soirée. C'était La Chute.